Locales sur les élections fédérales. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, beaucoup d'affaires. On va parler des portes ouvertes de la cité. On va parler de leur centre appelé La Boussole. Je vais découvrir avec vous qu'est-ce que c'est. On va aussi parler d'obésité morbide. On va parler des affaires pulmonaires, mais tout de suite pour commencer, là, j'ai ma grande amie que je peux appeler avec moi, là, de la Fondation Montfort. Puis à chaque fois que tu arrives, là, tu as toujours de bonnes affaires à nous conter. Hein. Et puis là, tu viens pour nous parler de la soirée Rouge et Noir de la Fondation Montfort. La toute première, je devrais dire. Hein. Ah non, c'est une répétition. C'est une répétition? Mais c'est très populaire. OK. Ouais. Hein. Mais avant ça, on va revenir un peu en arrière. Là, dans le mois d'août, tu as célébré ton anniversaire et puis tu l'as consacré totalement à la Fondation. Tu sais, je vous avais raconté qu'on avait une nouvelle option en ligne qu'on peut facilement aller consulter sur le site de la Fondation. Et ça s'appelle Impact Montfort. Okay. Alors, fais ton impact. Alors, moi, j'ai donné mon anniversaire de naissance, qui était un anniversaire important, là, et j'avais fixé un objectif d'amasser au moins 1 000 $. OK. Et mes amis et ma famille ont été très généreux parce qu'ils ont dépassé mon objectif. Alors, c'est super. Tous les gens qui ont fait un don ont trouvé ça facile à faire en ligne. Puis, ils ont également reçu presque immédiatement leur reçu pour fin d'impôt. Oui. Alors, c'était une belle expérience. J'en parle parce que je t'avais dit que j'étais pour le faire. Et j'invite aussi, il y a peut-être des gens qui disent « Ah, j'aimerais ça faire une activité. » Bien, ça pourrait être un club de cartes qui décide. On se fait un compte sur Impact Montfort, puis on fait des dons. Et ça pourrait être une classe dans une école. Ça pourrait être un groupe de voisins qui fait un souper spécial. Madame, tout le monde. Oui, c'est très, très facile. C'est facile de faire de se faire connaître puis de publiciser dans son réseau. Exactement. Et puis moi, j'aime beaucoup ça. On va dire merci à tous ceux qui oui, tous mes amis puis toute ma famille. On va inviter tous ceux qui sont intéressés à visiter le www.fondationmontfort.ca pour faire de même, comme ce que tu as fait. Très facile. Ils ont des anniversaires qui s'en viennent. Et puis tout de suite, là, on va parler maintenant de la soirée. Oui, la soirée, ça, c'est pour tout le monde. C'est parti d'un partenariat, hein, je pense. Oui, c'est un partenariat avec le Ottawa Sports and Entertainment Group. OK. Alors, eux sont très gentils. Ils mettent à la disposition de la Fondation un certain nombre de sièges pour la dernière partie de la saison. Est-ce qu'on sait combien? C'est des centaines. Wow. Mais c'est très important que vous sachiez que ça se vend comme des petits pains chauds parce que c'est pas la première fois. Okay. Et vous avez des billets qui sont à un prix réduit, mais aussi il y a 8,75 $ qui vont aller à la Fondation pour chaque billet vendu. Super. Alors, on fait une bonne action en même temps qu'on va applaudir. On a du fun en plus. Oui. Et c'est contre les Alouettes qui vont jouer. Et c'est la dernière partie de l'année. Vous avez bien choisi. C'est le 1er novembre. Alors, je vous invite, dépêchez-vous à aller sur le site de la Fondation. On peut acheter des billets en ligne sur le site de la Fondation. C'est très facile. Et puis là, tu me disais tantôt, là, comme tu l'as redit tout de suite, là, que ça se vendait comme des petits pains. On est rendu à combien de tickets, là, déjà vendus? Ah, mais je ne sais pas combien, mais on frisait le 80 % quand j'ai vérifié hier. Tu viens à peine de nous le dire et puis... Oui, je sais. C'est tellement populaire. Les gens savent que ça s'en vient, hein? Alors les gens vont vite et surveillent. Mais il en reste encore beaucoup. OK. Et puis, je suis certain qu'ils vont trouver quelques billets s'il y a encore des adeptes qui veulent... voir le match, oui, là. Oui, puis absolument. il va faire beau. Je vous promets qu'il va faire beau. Il faut le prendre dès maintenant. Donc, on va inviter tout le monde encore à participer. Oui. Parce qu'il y a une partie qui va aller à la Fondation Montfort pour aider les recherches, pour aider tout ce qu'ils font là-bas. Et puis, tu m'as annoncé une bonne nouvelle aussi qu'on veut partager avec le monde. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Orléans? Il s'est passé quelque chose à Orléans, à la mi-août. Alors, on a eu la première pelletée de terre du Carrefour Santé d'Orléans. Wow. Et tu m'as demandé qu'est-ce que c'est. Oui, il nous reste une minute, mais je le dis en 1 minute. Alors, c'est un nouveau site où on aura des partenaires
Montfort. Il y aura toutes sortes d'organismes et on va faire Tout ça, c'est effort. pour la fondation. Hein? C'est pas pour la fondation, c'est pour les patients. Les patients, oui, OK. des patients de Montfort. Alors, on va mettre le patient au centre de notre travail. Alors, supposition, une personne qui a le diabète, qui OK. fait ses suivis régulièrement, pourrait avoir besoin de services psychologiques, Oui. pourrait avoir besoin d'aide financière, Oui. peut-être une nutritionniste. Alors, on va essayer de regrouper tous les intervenants autour du patient. Alors, ça va bien faciliter la vie des patients, mais aussi des accompagnateurs, des gens près de nous, quand on est malade, qui ont besoin de nous accompagner. Alors, c'est une bonne nouvelle. On reviendra vous raconter en plus de détails, mais la première pelle de terre a eu lieu. T'es tellement comme impliquée dans tout ça que j'ai vraiment envie de descendre, te faire un gros câlin. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Merci pour la fondation. Oui, et puis vous à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez participer à la première soirée rouge et noire offerte par la Fondation Montfort. www.fondationmontfort.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on parle d'obésité morbide. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ alors que le Titan d'Acadie Bathurst viendra affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le dimanche 27 octobre, 16h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai avec moi maintenant Aurélie Bayot. Je vais le dire parce que ça fait un beau lien, qui est de l'Institut de recherche Montfort, mais qui est aussi professeur à l'Université de Québec en Outaouais. Et vous travaillez au département des sciences infirmières. Et puis vous êtes focus sur, une affaire là. C'est quoi là? Vous travaillez sur quoi? Je travaille sur l'obésité, plus particulièrement l'obésité sévère ou morbide, et l'activité physique également. L'activité physique, c'est les deux thématiques qui m'intéressent. C'est vraiment les deux. Et pourquoi? Je pourrais demander ça? Pourquoi? En fait, je travaille au département de sciences infirmières, mais je suis kinésiologue de formation. Ah, OK. Donc, j'ai eu toute ma formation en kinésiologie. C'est pour ça que l'activité physique m'a toujours intéressée. Puis, l'activité physique santé, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup intéressée, plutôt que l'activité physique performance. OK. Pouvoir faire de l'activité physique pour améliorer la santé des gens, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur. Puis, l'obésité, c'est une problématique de santé qui est importante à l'heure actuelle. Donc, pour pouvoir aider ces personnes-là également. Et puis, comme on en discutait tantôt, là, je pense que demain, c'est la journée mondiale contre l'obésité. Oui. Et puis, est-ce que vous, en tant que spécialiste, je vais dire ainsi, vous pouvez me décrire qu'est-ce que c'est que l'obésité sévère ou morbide? L'obésité, en fait, d'abord, il faut comprendre que le poids seul, sans rapport à la taille, ne donne pas grand-chose. Okay. Quand on a deux personnes qui pèsent 200 livres, il y en a une qui va mesurer 5 pieds 4, puis une 6 pieds 2, on se rend compte qu'elles ont une morphologie différente. Donc, pour définir l'obésité, on utilise l'indice de masse corporelle, qui est le poids qu'on divise par la taille au carré. Donc, ça donne un petit chiffre. Et ces chiffres-là, c'est ça qui va définir l'obésité. Donc, quand on fait ce petit calcul, si on est entre 25 et 30, on va parler de surpoids. Puis, si on est au-delà de 30 ou à 30 et plus, on va parler d'obésité. Et l'obésité morbide, ça se situe en fait avec un indice de masse corporelle qui est supérieur ou égal à 40.
Donc, il faut faire un petit calcul pour savoir ça. Je suis vraiment pas bonne en calcul, là, mais est-ce que vous pensez que ça diffère, les affaires que vous venez de me dire, ça diffère d'un âge à l'autre, c'est-à-dire d'une personne plus jeune à une personne plus... non, l'indice de masse corporelle, on peut sauf chez les enfants où le système est un petit peu différent, vrai, ouais. Mais l'indice de masse corporelle chez les adultes, c'est tous le même indice. Mais c'est sûr que à l'heure actuelle, on peut entendre que chez les personnes qui sont plus âgées, les personnes de plus de 60 ans, c'est pas un reflet idéal, mais ça reste l'indice de masse corporelle qui définit l'obésité. Puis c'est pas non plus un indicateur parfait. Par exemple, je pense à des sportifs qui sont très musclés et qui sont très lourds. Quand on calcule leur indice de masse corporelle, ils peuvent être soi-disant obèses, mais on sait bien qu'effectivement... Donc c'est juste un indice qui permet de définir, mais il n'est pas parfait, évidemment. Et puis c'est vous seuls qui, comme des spécialistes comme vous, qui pouvez définir... Les médecins. Vous pouvez calculer, vous pouvez sur Internet calculer très facilement. Vous prenez votre poids en kilogrammes, vous le divisez par votre taille en mètres, il faut la connaître en mètres, et on le met au carré, donc on fait... mais sur Internet, on peut très facilement Je vais faire ça après l'émission, et puis je vous contacte s'il y a un problème. Selon vous, c'est quoi les causes de l'obésité? Alors, si on regarde très simplement, déjà l'obésité c'est une maladie. C'est une maladie qui va entraîner une accumulation de masse grasse, de graisse. Oui, de graisse. C'est graisse. C'est la graisse. Et en fait, c'est lié à ce qu'on appelle un déséquilibre de la balance énergétique. Donc, c'est quoi la balance énergétique? C'est tout simplement les entrées d'énergie et les sorties d'énergie. Donc, pour qu'il y ait une prise de poids, il faut qu'à un moment donné, il y ait plus d'entrées que de sorties d'énergie. Donc, les entrées d'énergie, c'est ce que je mange, tout bêtement. Et les sorties, ça va être quand je bouge ou, par exemple, quand je crée de la chaleur, tout ce qui permet de faire fonctionner le corps. Donc, à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre. Puis, s'il y a plus d'entrées que de sorties, la personne va prendre du poids. Du poids, oui. Mais alors, il faut faire attention. Quand je dis ça, souvent, il y a des fausses idées après. Les personnes vont se dire, finalement, l'obésité, c'est la faute de la personne, elle mange plus et elle bouge pas assez. C'est bien plus complexe que ça. Il faut surtout pas aller vers cette simplicité. Parce que je pense qu'il y a des gènes aussi qui comptent. Tout à fait. Il y a beaucoup, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des facteurs, certes, qui sont complètement indépendants de la volonté de la personne, des facteurs génétiques, il y a des facteurs biologiques, tout ce qui est hormonal, les déséquilibres hormonaux, il y a des facteurs psychologiques, comme la dépression, l'anxiété ou les insomnies, le manque de sommeil, ça peut créer également de l'obésité. Et tout ce qui est lié à l'environnement, on n'y pense pas, mais par exemple, une personne qui ne peut pas sortir parce qu'elle habite dans un quartier qui a la sécurité pas bonne, ou c'est ça. Donc l'environnement aussi. On mange tout le temps, en fait. C'est comme on a dit, mais on va manger, on ne va pas bouger, et puis voilà. Okay, c'est vraiment très, très complexe. En fait, on ne peut pas considérer qu'il y a une cause et que c'est la faute de la personne. C'est ça qui est important à garder en esprit, c'est que c'est multifactoriel et que c'est souvent, on ne peut pas le contrôler. Voilà, on peut pas contrôler tous ces paramètres qui viennent jouer sur comment... est-ce que, par exemple, c'est reconnu chez les personnes qui souffrent d'obésité, elles ont, au niveau du cerveau, quand elles vont manger quelque chose qui est sucré, qui est très, très bon, elles vont avoir comme une sensation de récompense qui est amplifiée. Donc, avoir beaucoup plus de plaisir. Donc, forcément, on a plus de plaisir, on a tendance à y retourner beaucoup plus. OK. Puis, les conséquences, on les connaît. C'est ça, c'est la prise de poids, effectivement. La prise de poids. Et puis, dans vos recherches, vous alliez beaucoup santé physique et santé mentale. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que le sport pourrait vraiment aider les personnes qui sont atteintes d'obésité sévère à vraiment perdre du poids? Parce que j'ai l'impression que c'est un mythe quelque part, parce que... en fait, c'est une très bonne question, et souvent quand j'en parle avec mes patients, ils sont souvent très déçus parce que... En fait, l'activité physique, chez n'importe qui, je vais dire chez les personnes avec une obésité, on parle en moyenne d'une perte de 2 à 4 kilos en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont prendre du poids et des personnes qui vont perdre beaucoup plus de poids. Donc c'est très variable. La réponse à l'activité physique est très variable d'une personne à l'autre. Donc c'est assez décourageant quand je dis ça. Sérieusement. Mais par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'activité physique, quand elle est associée à des changements au niveau nutritionnel, va aller bonifier la perte de poids. Donc, il ne faut pas faire juste de l'activité physique, il faut aussi qu'il y ait des changements au niveau de l'alimentation. Et puis, ça va aussi améliorer le maintien de la perte de poids. Parce qu'en fait, si on voulait faire juste de l'activité physique et atteindre une perte de poids, ça serait possible, mais il faudrait faire comme des heures d'activité physique par jour, c'est trop important. Donc, je pense que, et en plus, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut regarder aussi au-delà de la perte de poids. L'activité physique, elle a justement plein d'autres bénéfices sur la santé mentale. Le bien-être, je me sens beaucoup mieux après, au niveau de l'anxiété, au niveau de la qualité de vie aussi, elle améliore la qualité de vie. Puis elle améliore aussi
ce qu'on appelle la condition physique, c'est la condition cardio-pulmonaire, donc c'est les poumons et le cœur. Donc en fait, ça se traduit comment? Une personne qui est en meilleure condition physique, elle va pouvoir monter des escaliers sans être essoufflée, elle va pouvoir jouer avec ses enfants sans être essoufflée. Donc c'est important. Puis c'est vraiment marqué dans la on le sait maintenant, c'est qu'une personne qui souffre d'obésité, mais qui a une bonne condition physique, a moins de risque de mortalité qu'une personne qui n'est pas obèse, mais qui est complètement inactive. Donc l'activité physique, c'est quand même important aussi à ce niveau-là. Donc oui, pour la perte de poids, c'est pas la solution, mais il y a plein d'autres bénéfices auxquels il faut penser. J'ai posé une dernière question parce que là, on va manquer de temps. J'ai envie de vous garder, j'ai tellement de questions. Mais je veux juste savoir, est-ce que c'est pas finalement décourageant pour le monde, peut-être des patients que vous recevez? Ça demande beaucoup d'efforts, ils sont essoufflés, ils sont fatigués, fait qu'ils vont juste se jeter l'éponge. Et en fait, il faut aussi penser... Donc, moi, la première recommandation que je pourrais faire aux patients, c'est de trouver quelque chose qu'ils aiment faire. S'ils aiment faire l'activité physique, ils vont le maintenir sur le long terme. Puis c'est le long terme qui est important parce que, oui, faire des efforts à court terme et perdre un peu de poids, ça peut se faire, mais ce qui est important, ça va être de maintenir la perte de poids qui va être plus dure. Puis l'autre, quand on pense à l'activité physique, on pense au sport, mais l'activité physique, ça peut être prendre une marche, faire le ménage, je suis pas sûre que tout le monde aime ça, mais ça peut être aussi jardiner. Donc il y a des choses... L'activité physique, c'est quand même très large. Puis au départ, on n'est pas obligé justement d'avoir cet objectif de perte de poids, mais juste penser à je vais essayer de bouger plus. Par exemple, une personne qui souffre d'obésité sévère, on pourrait lui dire peut-être juste sortir, prendre une petite marche ou juste passer moins de temps assis. Déjà, c'est une première étape. Merci beaucoup, Madame Baillot. Et puis, vous, à la maison, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'avais programmé plein de questions. Malheureusement, je ne peux pas toutes les poser. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez visiter le www.ledroit.com à partir de novembre parce que dans le droit famille, il y a un très beau, très bel article, et reportage sur les recherches de Madame Baillot qui sont dedans. Vous aurez toutes les informations. Après la pause, nous parlons maintenant de thérapie respiratoire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Justine Verville-Fissette et avec elle, on va parler de thérapie respiratoire. Vous travaillez à l'hôpital Montfort, vous faites des recherches là-bas. Et moi, je suis juste curieuse de savoir comment est-ce qu'on parle dans ce programme-là, aller travailler en thérapie respiratoire. La thérapie respiratoire, c'est comme un monde inconnu pour tellement de gens. La thérapie respiratoire, c'est un programme de 3 ans qui se donne au niveau collégial. Donc, la Cité collégiale, par exemple, il donne le programme. C'est des gens qui ont beaucoup d'autonomie, qui vont aller là, qui cherchent l'adrénaline, qui cherchent à avoir une job là, qui bouge beaucoup. C'est ça qu'on retrouve dans la thérapie respiratoire. Nous, on s'occupe de tous les patients pulmonaires, les patients asthmatiques, vous avez sûrement déjà entendu, les patients à la MPOC, tous les patients qui ont des tubes pour respirer sur des ventilateurs.
C'est nous qui font ce travail-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a un travail de thérapie respiratoire, ça bouge. Donc, après 3 ans, on est officiellement, 3 ans ou 4 ans, on est officiellement thérapeute respiratoire. Et puis, vous l'avez mentionné tantôt, vous travaillez avec des personnes qui sont atteintes de asthme et toutes ces affaires-là. Mais comment est-ce que vous pouvez définir? Est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui sont atteints de l'asthme et les maladies pulmonaires? Parce que il est trop long, Oui, l'acronyme. Fait qu'on a des gens qui ont l'asthme, souvent on va entendre ça, l'asthme chez les enfants, très populaire. Ça peut aussi se développer chez l'adulte, mais l'asthme, c'est une condition qui est réversible. Ensuite, on a les maladies pulmonaires chroniques, obstructives chroniques, donc la MPOC qu'on entend. Exactement. Je préfère que vous souvent. le dites, là, c'est mieux. C'est parfait. Donc, c'est en plus la journée mondiale pour la MPOC, le 20 novembre, qui s'en vient. Donc, la maladie pulmonaire obstructive chronique, c'est une maladie pulmonaire, évidemment, mais qui est irréversible. Donc, c'est une maladie qui, malheureusement, atteint plusieurs personnes. On dit qu'un Ontarien sur 4 est atteint de la MPOC. Donc, c'est quand même... C'est quand même quelque chose. C'est quand même beaucoup, oui, exactement. Puis la majorité des gens, malheureusement, ne le savent pas. C'est des symptômes qui sont assez sournois. Anodins? Oui, au début, c'est sournois. On sait pas vraiment si c'est la MPOC, puis des fois, ça prend des années avant de se développer puis de vraiment faire des atteintes graves au niveau pulmonaire. C'est quoi comme ces petits signes qu'on devrait remarquer? Fait que les signes et symptômes, généralement, ça va être vraiment plus lent, mais c'est surtout la dyspnée, fait que l'essoufflement. Fait que si, par exemple, vous faites toujours l'épicerie à la même place, puis là, on se rend compte que je suis de plus en plus essoufflée quand je vais faire mon épicerie, on se pose des questions, la toux, les crachats. C'est vraiment des trucs. C'est comme à l'année longue, c'est ça qu'on doit remarquer? Parce que souvent, on a des périodes où est-ce que... Oui, puis c'est pour ça que c'est dur aussi à diagnostiquer, parce que ça pourrait être sensible à une grippe, une pneumonie, la MPOC. Fait que c'est vraiment complexe comme maladie. Mais c'est pour ça qu'il faut faire les tests nécessaires pour diagnostiquer la MPOC. Et puis, vous pensez que c'est quoi les causes, en fait? L'inactivité? Moi, j'ai pensé direct à ça, mais ça peut être une cause. Ça pourrait être une cause, mais la plus grande cause qui développe la MPOC, c'est le tabagisme, malheureusement. Oui, on revient toujours à la... Excusez-nous. On revient toujours au même sujet, mais c'est vraiment la consommation de tabac. Que ce soit consommation directe, donc moi, je fume une cigarette, ou vous fumez, puis je suis en contact avec vous, la fumée secondaire. Oui, je pense qu'il paraît que c'est plus dangereux pour les personnes qui inhalent la fumée. Oui, c'est aussi dangereux. Dans le fond, la cigarette contient de la nicotine, comme on le sait, mais plein de produits chimiques. C'est ces produits chimiques-là qui vont venir faire des destructions au niveau des poumons. 80 à 90 % des MPOC, c'est dû à la cigarette. D'autres facteurs génétiques, environnementaux, mais c'est vraiment pas la grande cause de la MPOC. Donc, ça vient direct pour affecter les poumons de ceux qui inhalent et de ceux qui fument. Exactement. La fumée secondaire ou la fumée de la cigarette vient vraiment faire une destruction au niveau des poumons qui est malheureusement, comme on disait tantôt, irréversible. Et puis, est-ce que vous pensez que juste l'arrêter, ça pourrait changer la donne comme... sur le coup? Oui, donc définitivement que la cessation de tabagisme va pas renverser, définitivement pas, mais va arrêter la progression rapide. Donc, on a des études qui démontrent que justement, plus que les gens arrêtent de fumer tôt, plus qu'ils vont être capables de conserver leur fonction respiratoire. Si un patient continue de fumer, les fonctions respiratoires vont continuer à prendre une pente ascendante assez rapide. J'ai un ami qui veut essayer d'arrêter de fumer, mais qui s'est rendu maintenant à utiliser l'affaire électrique, là, les cigarettes électriques. Est-ce que ça compte pour quelque chose? Bien, c'est vraiment dur à dire parce que c'est quand même nouveau, là, tout ce qui est vapotage, cigarette électrique. C'est quelque chose qui est nouveau, qui vient d'embarquer. On n'a pas beaucoup d'études disponibles, surtout au niveau à long terme. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus au niveau à long terme. La cigarette, si on s'en souvient, dans les années 80, là, les médecins recommandaient, il y avait des affiches, on pouvait fumer partout. On ne savait pas les effets à long terme qu'on sait aujourd'hui. Je pense à Édouard Bernays, là, du coup, qui faisait la promotion pour les femmes. Exactement. Puis la cigarette électronique, on ne sait pas encore exactement. Fait qu'on ne recommande pas, mais ça va prendre du temps avant qu'on sache les effets à long terme, puisque, comme on disait, la MPOC, c'est quelque chose qui se développe sur un long laps de temps. D'accord. Et puis là, moi, on a parlé des signes tantôt. Et est-ce que vous pensez que c'est... Mais c'est clair que nous, en tant que personnes qui ne sont pas dans le milieu, là, on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'on a. J'ai cru voir sur un article comme ce matin que des personnes qui crachaient beaucoup aussi, ça avait rapport avec ça. Oui. Fait que la maladie pulmonaire chronique, ça englobe 2 grandes maladies. On a l'emphysème et la bronchite chronique. L'emphysème, qu'est-ce que c'est? L'emphysème. L'emphysème, c'est la destruction du poumon. Notre poumon, c'est comme une ballonne élastique.
L'emphysème vient détruire le tissu élastique, fait que le poumon, il vient pas reprendre sa forme initiale. Fait que ça, c'est vraiment l'emphysème. Puis la bronchite chronique, c'est là que vous allez voir beaucoup la toux et les sécrétions. Ça affecte le poumon différemment, surtout plus au niveau de l'inflammation du poumon, comme quand on se coupe puis qu'on devient rouge. C'est un peu le processus qui se fait dans nos poumons. D'accord. Ça amène aussi une toux avec une production de crachat. C'est clair que tous les deux, là, avec ce nom emphysème, Oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. C'est beaucoup plus... C'est quoi, vous pensez, qui est beaucoup plus, je veux dire, dangereux pour la personne? Bien, je dirais, il n'y a pas vraiment de différence entre un ou l'autre. Ce qui est dangereux, c'est malheureux, mais c'est vraiment la consommation de tabagisme. On va pas se faire beaucoup d'amis ce matin. Non, je pense pas. Mais là, je suis en train de penser, par exemple, moi, dans ma famille, on a des terrains allergiques, déjà pour commencer. Donc, dépendamment de chacun des enfants de la famille, il a pris un tout petit peu. Il y a mon petit frère qui fait de l'asthme, moi qui est souvent... je suis un terrain allergène. Je suis tout le temps, pas tout le temps enrhumée, mais j'éternue beaucoup et tout. Est-ce que vous pensez que ça, à la langue aussi, pas mon frère, par exemple, lui, là, c'est carrément rien n'importe quoi pour son affaire, mais moi, est-ce que vous pensez qu'à la langue, là, je pourrais pogner quelque chose, une maladie pulmonaire? Bien, c'est dur à dire, mais définitivement que si on est dans des environnements qui sont, j'ai le mot toxique en tête, là, mais qui ont beaucoup d'allergènes, ça peut venir irriter nos poumons, puis à la longue, développer une maladie, mais pas de là à dire la MPOC. Il y a une panoplie de maladies pulmonaires qui existent. L'asthme, la MPOC et plusieurs autres. Fait que c'est sûr que si on est dans des environnements qui vont venir irriter nos poumons, fait que, par exemple, les gens qui travaillent dans la construction, qui inhalent toujours les mêmes particules, qui sont dans la campagne, qui inhalent toujours le pollen, c'est quelque chose à garder en tête parce que oui, ça peut venir faire des effets néfastes à long terme pour nos poumons. Je vous garde avec moi parce que je pense qu'après la pause, on va parler de quelques traitements, s'il y en a, pour les maladies pulmonaires. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de thérapie respiratoire, des maladies pulmonaires et tout. On a bien discuté au début. Là, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup d'amis dans le premier bloc parce qu'on a dit que le tabac, c'était vraiment l'une des premières causes, des principales causes des maladies pulmonaires. Et puis là, j'étais juste en train de penser, là, comment vous faites en tant que thérapeute respiratoire pour faire un dépistage, un bon dépistage? Oui. Donc, souvent, les gens qui ont consommé du tabac, bien évidemment, ils vont souvent se faire associer le diagnostic de MPOC. Directement, malheureusement. Même si les gens ont fumé pendant 10 ans, mais ils ont arrêté, ça fait 20 ans, c'est comme si c'est un scotch tape. Là. On colle le diagnostic de la MPOC, mais c'est pas... Ça prend vraiment un diagnostic, un test de diagnostic clair pour avoir le diagnostic propre. Donc, c'est un test de fonction pulmonaire qu'on appelle. C'est un test qui dure environ une quarantaine de minutes qu'on fait une fois qu'on est sorti de l'hôpital. On fait juste mesurer les volumes pulmonaires. Fait qu'on fait souffler dans une machine, expirer. Pendant 40 minutes? Oui, mais c'est pas si pire.
Ça se fait super bien. Puis ensuite, on est capable de noter la sévérité de votre MPOC, si MPOC vous avez. On est capable de faire la différence entre est-ce que c'est de la MPOC ou c'est de l'asthme. Est-ce que c'est de l'asthme ou c'est une fibrose? Fait que ce test-là va vraiment venir aider justement à voir quelle maladie pulmonaire on a, puis c'est quoi la degré de sévérité. Parce qu'un MPOC sévère ne sera pas traité de la même façon qu'une MPOC légère. Oui, dans le fond, ça a du sens. Ça. Est-ce que c'est différent pour le type d'âge, les différentes tranches d'âge? Parce qu'on sait que les personnes âgées arrivent à un moment comme ils ont beaucoup d'essoufflement et tout. Oui, effectivement. Donc, la MPOC, c'est très, très rare chez les jeunes enfants, à moins que ce soit quelque chose de génétique. Mais plus que on devient âgé, plus on pourrait développer la MPOC, puis c'est pour ça que le test de diagnostic est primordial dans ces temps-là. D'accord. Et puis, quand vous faites vos diagnostics, est-ce qu'il y a des traitements? Oui, effectivement. Fait que, comme on disait tantôt, malheureusement, la MPOC, c'est quelque chose qui est irréversible une fois que le dommage pulmonaire est fait. C'est fait. Il faut juste le maintenir. C'est ça. On peut maintenir puis avoir une bonne qualité de vie malgré le fait qu'on a la MPOC. Fait que la première ligne de traitement, généralement, c'est les inhalateurs. Fait que c'est des médicaments qu'on donne en inhalation, les petits puffers. Genre que je connais ça. Oui, exactement. Fait que plus on est sévère, plus c'est comme une échelle. Si on est à un niveau léger, on va avoir la première échelle qui est un puffer, 2 puffers. Plus qu'on est sévère, bien, plus on va avoir de médicaments nécessaires pour venir gérer les symptômes. Les symptômes qu'on parlait tantôt. Il y a un autre traitement qu'on oublie souvent, puis c'est la réadaptation pulmonaire. La réadaptation? Oui. Donc, c'est quoi ça? C'est un programme qui est offert dans plusieurs milieux hospitaliers, dont ici à l'hôpital Montfort. Puis c'est un programme qui permet aux gens qui ont la MPOC de venir dans le programme puis faire de l'exercice 2 fois semaine pour réapprendre à respirer puis à gérer leur essoufflement. Quel genre d'exercice qu'ils font? Ils font juste la marche? Ou... Bien, ça va vraiment dépendre du niveau d'exercice du patient. Donc, on va faire souvent de la marche, du tapis roulant, du vélo. On a d'autres équipements vraiment pour aller maximiser leur effort. Puis avec ça, on a toujours une infirmière, une thérapeute respiratoire, un professionnel en exercice. Puis dans le fond, on fait de l'enseignement aux patients pour qu'ils apprennent à respirer de façon adéquate sur les machines. Ça leur redonne une certaine autonomie, puis à dire, bien, finalement, je suis capable d'aller... Après 40 minutes à respirer dans une machine, je pense que... c'est ça. Puis tu sais, on évalue leurs signes vitaux, puis on peut leur montrer, bien, vous faites 40 minutes de vélo ici, vous allez être capable d'aller... sur le bord de la rue, aller chercher votre épicerie ou peu importe. Fait que ça redonne beaucoup confiance aux patients de faire ce programme-là, en plus d'en apprendre plus sur leur MPOC. Moi, j'ai la chance de vous avoir. Là, je vais aller avec mes questions personnelles. Pour les personnes qui ont l'asthme, comme je disais tantôt pour mon frère, est-ce qu'il y a des manières... oui, l'exercice peut-être, mais est-ce qu'il y a d'autres manières pour essayer de gérer comme ce genre de crise ou... Bien, dans le fond, l'asthme aussi va avoir des inhalateurs. Fait qu'il y a des inhalateurs pour l'asthme qui vont juste être un petit peu différents généralement que la MPOC. Fait que d'habitude, on va donner des inhalateurs, puis les patients qui ont l'asthme aussi peuvent venir faire le programme de réadaptation pulmonaire. On a toujours peur parce que, vous savez, quand on fait beaucoup d'efforts, là, les asthmatiques, ça se déclenche du coup. Exactement. Mais c'est pour ça que le programme est entouré de professionnels comme nous. Fait inquiétez-vous pas, si jamais vous venez, on est là pour ça, puis on va aussi vous montrer de ne pas avoir peur. Souvent, c'est notre peur qu'on se met nous-mêmes. C'est une barrière qu'on se met parce qu'on puis on a entendu des histoires. Exactement. Puis on vous apprend à défaire ces barrières-là, puis de vous montrer que non, c'est correct, vous pouvez faire de l'exercice, puis vous pouvez avoir une vie presque comme les autres. J'ai même été étonnée de voir que certains médecins préconisaient pour les gens qui sont asthmatiques, de faire beaucoup d'exercices, en fait. Exactement. C'est pour apprendre à gérer mieux leurs symptômes, de leur donner la possibilité. C'est pas parce qu'on fait une crise une fois en courant, par exemple, qu'on ne pourra plus jamais courir de notre vie. Il faut juste apprendre... le dire haut et fort, parce que ça fait peur. Il faut juste apprendre à bien reconnaître nos symptômes. D'accord. Alors, à part les exercices que vous avez mentionnés, est-ce qu'il y a des exercices qu'on devrait faire pour la respiration? Oui, il y a la machine de 40 minutes qui essaie de nous réadapter. Ça, c'est à l'hôpital en plus qu'on le fait, mais est-ce qu'il y a des affaires que nous, on peut faire? Bien, la meilleure technique de respiration qu'on peut montrer, c'est surtout les gens qui deviennent vraiment essoufflés. Ça vient comme... on respire vite quand on est essoufflé, puis on dirait qu'on perd le contrôle. Donc, la technique la plus simple, mais la plus difficile, c'est de respirer par le nez. Donc, on prend l'inspiration par le nez et on expire par la bouche. Comme si on était en méditation? Oui, comme si on fait un bec de canard avec nos lèvres. OK. Vous le faites super bien. OK. Et puis, on doit le faire comme... Jusqu'à ce qu'on calme notre respiration puis qu'on reprenne contrôle de notre souffle. C'est une technique qu'on enseigne à nos patients qui viennent faire la réadaptation. Il y a n'importe quel patient qui vient à l'urgence. Mais c'est vraiment une technique qui va venir aider aux échanges gazeux puis à
relaxer et à enlever le stress. Mais ce que je comprends, c'est seulement quand on a des crises qu'on doit le faire ou je peux m'amuser. Vous pouvez vous pratiquer si vous voulez. Il n'y aura pas de dommage à ça. Mais c'est juste d'enseigner aux gens quand ça arrive qui peuvent faire cette technique-là pour améliorer leur souffle. Alors, pour les gens qui nous regardent, oui. Peut-être qu'ils ont de l'asthme, peut-être qu'ils ont des maladies peut-être pulmonaires. Ce serait quoi votre premier conseil, en fait, avant de... Peut-être, forcément, ils vont venir consulter, mais ce serait quoi votre premier conseil? Bien, on s'en vient dans le temps de la grippe. Et on s'en vient en octobre, en novembre. Mon premier conseil, ce serait d'aller chercher notre vaccin. Le vaccin qui est accessible à tous. Même si des fois, on dit le vaccin, cette année, un petit peu moins efficace, l'autre année qui est plus efficace. Tout le monde dit toujours des affaires. Oui, allez chercher cette protection-là. Même si c'est 30 bien, c'est 30 de plus que si vous ne l'auriez pas pris. Fait que ça, primordial d'aller chercher son vaccin. Le vaccin, OK. Puis de se renseigner sur les médicaments qu'on prend, surtout les inhalateurs. Poser des questions. On va juste acheter un inhalateur parce qu'on se dit je sais. Mais est-ce que vous faites la bonne technique? Je sais. Prenez le temps de vous renseigner. Puis souvent, les pharmaciens sont là pour ça. Vos médecins sont là pour ça. Puis en milieu hospitalier, les thérapeutes respiratoires, c'est les experts pour vous aider. Fait que si jamais vous avez des questions par rapport à ça, gênez-vous pas parce qu'une prise de médication optimale, c'est bien. Oui, madame, question. Alors, dans les inhalateurs, il y a du cortisol. Est-ce que ça, à la longue, ça peut comme affecter les poumons? Bien, dans le fond, c'est pas tous les inhalateurs qui ont des stéroïdes dedans. Souvent, chez les asthmatiques, là, peut-être que vous faites référence à votre frère. Mais à long terme, c'est sûr que c'est pas optimal, mais c'est quand même des doses qui sont assez minimes. D'accord. Puis c'est pour le bien-être de vos poumons. Fait qu'il faut continuer de les prendre quand même. Pour un optimal, mais je ne serais pas inquiète au niveau des d'autres effets, étant donné que la dose... Puis je pense pas qu'il faudrait, comme toujours, s'en habituer, dès qu'on a une petite crise, là, se mettre l'inhalateur direct, là, parce que là, on a dit qu'on peut essayer avec la respiration. C'est sûr que si jamais on devient essoufflé, on fait la petite technique de respiration, ça ne fonctionne pas. OK, on prend les puffers, on prend les inhalateurs. Si là, ça ne fonctionne pas, puis on est encore essoufflé, il faut absolument se rendre à l'urgence. Si vraiment l'essoufflement est pire que d'habitude, on n'est plus capable de fonctionner, on n'est plus capable de prendre une chaise, OK, on arrête puis on vient à l'urgence. Il faut vraiment faire la distinction aussi. J'ai appris tellement d'affaires aujourd'hui. Là, merci beaucoup. Et puis, vous à la maison, vous pouvez toujours aller consulter notre thérapeute respiratoire qui nous a fait le plaisir d'être là au www.montfort.on.ca. Vous rendez juste à Montfort dans la section thérapie respiratoire. Bien évidemment, pour plus de renseignements, vous allez juste visiter le site web. Après la pause, nous allons parler des portes ouvertes de la cité. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers, cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et c'est pour imaginer ma vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Paparapapam, paparapam, parapapam. J'y pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et N, c'est pour apprendre à naviguer tout ce qu'on peut se dire pour s'offenser, mais on trouvera bien la patience quand on y croit. Cette romance. Notre nouveau pavillon. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis en train de sourire parce que je suis avec deux membres de ma première famille ici au Canada, les membres de la cité, parce que moi j'ai gradué de là. Puis là, on vient annoncer au monde en grande pompe qu'il y a des portes ouvertes qui s'en viennent. Hein?
Alors oui, alors merci de l'invitation. Alors oui, nos portes ouvertes, un événement de recrutement qui est très important pour le Collège de la Cité. Alors cette année, l'édition 2019 aura lieu les 8 et 9 novembre de 10h à 14h dans notre tout nouveau pavillon immersif Excentricité. Il faut qu'on rappelle au monde, c'est quoi la particularité de l'Excentricité? Alors, Excentricité, d'abord, c'est un lieu, je vais me référer à mes notes parce que je viens alors un lieu unique aux multiples configurations, pouvant accueillir de 100 à 1200 personnes à la fois. Projection immersive à 360 degrés sur 7 écrans mobiles géants. Technologie et son, lumière, soundscape, des gratins rétractables. C'est vraiment c'est pas la petite affaire, en fait. Hein? C'est pas la petite affaire. Alors, le pavillon en soi est une expérience. Donc, que de le voir, qu'être à l'intérieur du studio, c'est vraiment extraordinaire. Puis là, quand on parle de l'excentricité sur le site web, on parle de technologie immersive. C'est quoi ça? Oui, c'est ça. En fait, on peut projeter, par exemple, des images des travaux des étudiants, par exemple, dans le programme de... Sur les écrans, là? Sur les 360 degrés. Donc, ça permet de vivre des expériences, surtout dans le domaine, dans les différents domaines des programmes qu'on offre au collège, mais aussi pour des partenaires du collège. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça vaut la peine de se déplacer pour venir voir de quoi est-ce que ça a l'air, en fait. Tout à fait. Même comme vous savez, le lancement de la saison de Radio-Canada dernièrement a eu lieu dans le pavillon immersif Excentricité. Je trouve que ça se prête à de très gros événements comme ça. Oui. Alors, les 8 et 9, qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Alors, pour la deuxième année consécutive, on a revu complètement la façon de faire nos portes ouvertes. D'accord. Et puis, cette façon-là, d'abord, l'objectif premier reste le même. Les gens peuvent venir s'informer des programmes offerts à la Cité, poser des questions. Il y en a combien les programmes? On a plus de 140 programmes en tout et partout. Alors, il y en a beaucoup, et dans tous les domaines, en plus. Et comme je vous disais, l'objectif premier demeure le même. Ce qui a changé beaucoup, c'est que maintenant, tout est vers l'expérience. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les gens viennent et vivent une expérience. Comme je disais, d'abord dans notre nouveau studio, pavillon, et ensuite, par rapport à toutes nos écoles, donc, les gens vont avoir l'occasion de toucher, goûter, vivre des émotions. On veut qu'ils repartent de là avec le goût le goût, effectivement, tout à fait. Donc, quand on parle de goûter... J'allais poser la question, parce que je dis, OK, goûter, on va goûter à quoi? Alors, d'abord, comme vous savez, on a des programmes d'art culinaire, gestion culinaire. Alors, les gens vont avoir l'occasion de goûter des cocktails, goûter des bouchées aussi, sucrés, salés, etc. Donc, en fait, ils vont même être à l'accueil. Donc, tout le monde qui va rentrer vont commencer d'abord par goûter à quelque chose. Des choses qui sont faites à la Cité par des étudiants de la Cité. Des étudiants de nos programmes. Extraordinaire. Ensuite, pour les sensations fortes, on a un simulateur de conduite. Donc, ça, c'est très, très populaire avec des gens de tous âges. Alors, ça nous permet de s'asseoir, conduire comme la même sensation qu'une vraie voiture avec les obstacles, etc. Donc, vraiment, donc, comme je vous disais, tout est autour de venir vivre une expérience et non pas juste de venir parler avec quelqu'un, malgré que ça change un peu, je vais dire, l'optique des journées portes ouvertes qu'on a l'habitude de voir. Hein? Tout à fait. Parce que vous êtes dans l'innovation à la Cité. Exactement, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de permettre aux gens de venir vivre cette expérience unique qu'on a à la Cité. Et puis, c'est qui les visiteurs qu'on attend? Oui, des parents, oui, peut-être des futurs étudiants, mais qu'est-ce que... Oui, merci. Donc, l'invitation est ouverte à tous. On envoie, c'est sûr, l'invitation est envoyée dans toutes les écoles secondaires des deux côtés de la rivière. Et puis, donc, les élèves sont invités à venir. On met à leur disposition des autobus gratuitement pour la journée du vendredi. Donc, pour les déplacer de l'école, à venir chez nous, les ramener à l'école. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça, puis c'est un grand succès. Les écoles apprécient beaucoup. Mais on invite aussi toute personne qui s'intéresse par un programme à la Cité, parce que, comme vous le savez, pour avoir étudié chez nous, on a des étudiants de tous âges aussi, autant qu'ils nous parviennent directement du secondaire qu'après une deuxième carrière ou encore... ou bien peut-être un réajustement. Oui, tout à fait, exactement. Perfectionnement, ou etc. Donc, l'année passée, on a accueilli près de 2000 personnes. Donc, c'est quand même un événement très important qui demande beaucoup d'organisation, mais j'imagine. On aime ça beaucoup, beaucoup. On a encore un mois pour se préparer, mais c'est peu, là, parce que avec tout ce que vous préparez, là... Pour nous, c'est comme demain. Je peux ajouter aussi que c'est une belle occasion pour des parents qui accompagnent leurs enfants aussi. Surtout, on a
deux journées, donc 2 dates, un samedi à partir de 10h jusqu'à 14h. Donc, c'est une belle occasion pour les parents d'accompagner aussi leurs jeunes pour pouvoir poser des questions, mais aussi voir et vivre l'expérience aussi. Fait que tous les coordonnateurs de programmes seront sur place, bien évidemment. Mais j'ai vu dans toutes les expériences qu'on devait avoir, il y a l'ambulance et puis le camion qu'on peut... Puis, oui, mais le remote radio, c'est quoi, remote radio? En fait, c'est nos étudiants dans le programme de radio qui vont être là et qui vont être en direct pendant l'événement. Donc, ils vont vivre, comme je vous disais, l'expérience. Donc, ils vont vivre une expérience là, en direct pendant les 2 jours. L'année passée, Rouge FM était avec nous aussi. On avait un remote en direct, donc il était à côté de notre programme radio. Donc, vraiment... Moi, je peux le mentionner là parce que j'aime bien comment vous associez comme la théorie et la pratique. Parce que là, les étudiants, on parle de Rouge FM et tout ça, mais c'est des gens qui sont appelés à aller travailler dans ces stations. Donc, ils font directement de la pratique sur le coup. Tout à fait. C'est pour ça que notre slogan de cette année, d'abord, commence ta carrière dès la rentrée, parce qu'effectivement, nos programmes sont orientés vers la pratique. Donc, tout comme vous, gradués de la Cité, quand les étudiants partent de chez nous, sont vraiment prêts pour le marché du travail. Donc, et puis là, je sais qu'il y a une nouveauté qui s'en vient. J'ai vu noter ça sur votre campus, l'Institut de formation et de recherche agroalimentaire. C'est tout nouveau, ça? Non, en fait, l'Institut n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'avant, on était au campus d'Alfred et maintenant, c'est déménagé dans de toutes nouvelles installations au campus d'Ottawa, au campus principal. Fait que celui d'Alfred, il fonctionne toujours ou pas? Non, celui d'Alfred ne fonctionne pas pour la Cité. L'édifice est toujours là, mais la Cité a rapatrié des programmes ici au campus d'Ottawa en collaboration avec des fermiers, des agriculteurs franco-ontariens. Et puis aussi, la nouvelle clinique, c'est quoi comme nouvelle clinique? Moi, je connaissais la clinique, mais apparemment, il y en a une nouvelle. Hein? Oui, tout à fait. Donc, on a un programme, en fait, ça fait 2 ans qu'on offre le programme d'orthèse visuelle et assistance en orthèse visuelle, qui est un programme d'1 année aussi. Et comme nous avons des programmes où on met plus d'accent au niveau de la côté pratique, dans ces programmes aussi, nos étudiants et étudiantes aussi ont l'occasion d'offrir des services. Donc, on a une clinique du Centre de la vie qui a ouvert ses portes le 30 septembre dernier. Donc, ça sera une occasion aussi, lors de nos portes ouvertes, de venir rencontrer nos collègues, des professeurs, mais aussi des étudiants qui vont offrir des services. C'est extraordinaire, ça. Et on rappelle au monde que c'est du 8 au 9. En fait, c'est les 8 et 9 novembre. 8 et 9 novembre de 10h à 14h. Oui. Et le stationnement est gratuit. Oui. Voilà, c'est ça que j'allais demander. Parce que là, maintenant, c'est tellement grand, mais souvent on se dit, OK, pour le stationnement, qu'est-ce qu'on fait? C'est gratuit. Oui. Puis tout le monde peut avoir les informations sur votre site web, www.collegedelacité.ca. Merci à vous deux. Merci à vous. Et moi, je vous invite vivement, là, parce que je peux témoigner, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Visitez pour les portes ouvertes le www.collegedelacité.ca. Allez-y, là-bas, vous allez avoir du fun. Après la pause, on parle d'un partenariat entre la Cité et le Centre psychosocial. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Marie
retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant d'un partenariat entre le Centre psychosocial et la Cité. Oui. Parce que vous, Anne, vous êtes directrice des services cliniques aux adultes au Centre psychosocial. Puis là, vous êtes rendue à une clinique, je peux l'appeler ici, au sein de la Cité. Comment ça s'est fait, ce partenariat? Le Centre psychosocial, d'abord, il faut savoir que c'est un organisme communautaire qui œuvre. Il y a des bruits de construction. Oui, excusez-moi, il y a les bruits de construction. On est en plein chantier, là, donc ne fiez pas de vos fauteuils, là. Donc, je disais que le Centre psychosocial est un organisme communautaire qui œuvre à Ottawa depuis 35 ans, qui offre des services en santé mentale aux francophones. Donc, il y avait des alliances naturelles entre le Centre psychosocial et la Cité collégiale. Et quand la Cité est en train de, justement, vouloir bonifier, refaire un peu l'offre de services d'appui aux étudiants, il y a comme un partenariat naturel qui s'est développé. Donc, nous, on est là depuis le 1er mai. C'est vraiment tout nouveau. C'est vraiment tout nouveau. Le service s'appelle La Boussole. Ah, La Boussole. La Boussole, on était ensemble. Vous avez choisi ensemble, oui, ça? Oui. Fait que c'est un petit côté philosophique aussi. L'idée étant vraiment, c'est des services d'appui aux étudiants. OK. On sait que les études postsecondaires, il y a toutes sortes de choses. C'est souvent stressant, surtout en période d'examen et toutes ces affaires-là. Oui, exactement. Donc, on offre les services d'appui aux étudiants. Ouais. OK. Quand on parlait de services d'appui aux étudiants, c'est quoi les services concrets que vous offrez? Donc, on a 2 grandes catégories de services qu'on offre. OK. La première étant tous les services en santé mentale. D'accord. Counseling, intervention de crise, accompagnement, référence aussi. Fait qu'on a vraiment cet appui-là. OK. On a comme tout l'autre volet aussi qui est l'accommodement pour les étudiants en situation de handicap. Ah, OK. Donc, on a les handicaps classiques, visibles, qu'on connaît, qu'on est tous capables de reconnaître, mais on a les handicaps invisibles aussi, qui sont moins apparents, évidemment, parce qu'ils sont invisibles. Donc, on accompagne aussi tous les étudiants qui ont des troubles d'apprentissage, qui ont des déficits d'attention ou qui auraient même des problématiques au niveau de la santé mentale, qui fait que les études peuvent être un peu plus laborieuses. Oui. Ouais. Surtout, si je pense directement aux professeurs, parce que je n'ai connu quelqu'un qui était dans un programme qui avait des troubles d'attention. OK. Puis c'était beaucoup plus difficile pour le professeur. Est-ce que vous pensez que les professeurs aussi dans un coin ont besoin d'accompagnement? Parce que là, c'est un échange entre professeurs et étudiants, hein? Oui, définitivement. Puis ça fait partie de l'offre de nos services aussi, où on est définitivement là pour appuyer, accompagner les professeurs. Évidemment que le service est là pour aider le professeur dans son interaction avec l'étudiant. OK, parfait. Puis je dirais que c'est même plus que les professeurs. On est là pour l'ensemble de la communauté collégiale, pour vraiment créer un réseau de soutien autour des étudiants. L'idée, c'est d'être vraiment dans la communauté puis d'être ensemble, bien outillés pour accompagner et assurer ultimement le succès et la réussite des étudiants. Parce que c'est ça, le premier focus, là. L'excellence, et puis pour les étudiants, et puis un bon suivi. Est-ce que vous avez parlé des 2 volets? Oui, le volet des personnes qui sont atteintes de problèmes physiques et tout, mais celui du côté de la santé mentale, est-ce qu'il y a un suivi particulier pour ces personnes-là? Oui, on offre... c'est sûr qu'on a un mandat d'appui pour les étudiants à la Cité collégiale. OK. Donc, on offre un service ponctuel. On offre plusieurs gammes de services. Fait que d'abord et avant tout, c'est un service ponctuel. Donc, dans le besoin, on essaie d'être le plus disponible possible. D'accord. On a environ 70 rendez-vous par semaine qui sont toujours libérés, là, qu'on essaie de garder disponibles pour que les étudiants puissent avoir un accès facile. On fait de l'intervention de crise aussi. Puis, évidemment, parce qu'il y a toutes sortes d'imprévus, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Vous êtes déjà prêt à affronter qu'on est ce genre de... formés, prêts, on a une équipe vraiment formidable, très réactive aussi. Je pense que je suis très, très, très heureuse de l'équipe qu'on forme. On est 15 dans l'équipe en tout. Oui, en tout. Et puis c'est ça, j'ai cru voir des ergothérapeutes, des psychologues, puis même des psychiatres, hein, je pense. On a une psychologue, on a un partenariat avec une neuropsychologue, on a des travailleuses sociales, cliniciennes, des psychothérapeutes, ergothérapeutes, assistantes de l'ergothérapeute. J'ai même
une adjointe clinico-administrative. Donc, dès la réception, dès l'accueil, la personne peut être tout de suite pris en charge, évaluée, soutenue, dès son premier contact. C'est sûr que le compromis qu'on a fait avec ça, c'est de l'intervention plus à court terme. Donc, on offre des services 6 à 8 rencontres. Le rediriger si besoin. Et voilà. Donc, on peut accompagner. On a un partenariat avec la clinique C-Santé, aussi la clinique de santé qui est sur place. Puis, le fait qu'on ait le centre psychosocial, on a aussi nos partenariats naturels dans la communauté. Donc, on est aussi équipé pour référer les cas de psychiatrie un peu plus lourds que nous, là, qui dépassent un peu notre mandat, mais qu'on est là, dans le fond, en appui pendant que ces étudiants-là transigent et vivent au collège. Il va nous rester 20 secondes, c'est peu, mais est-ce qu'on doit prendre un rendez-vous, les étudiants? Comment est-ce que ça se comporte pour les rendez-vous? Pour les rendez-vous, donc là, pour l'instant, les gens peuvent juste venir se présenter au local ou nous appeler. On travaille rapidement sur une plateforme. Bientôt, dans quelques semaines, les étudiants vont pouvoir discrètement prendre un rendez-vous en ligne. Merci beaucoup. Alors, voilà, maison, vous remarquez qu'à la Cité, il y a tout pour vous permettre de réussir. Donc, www.collegelacité.ca. C'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations sur La Boussole, leur centre de psychologie. On se voit après la pause, excusez-moi. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! À la prochaine émission, je rencontre Alexandra Ferline, une entrepreneure qui a utilisé le web pour se faire une fortune. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on a une émission assez chargée. Je parlais avec Marie-Josée Martel de la Fondation Montfort et c'est la première soirée Montfort qui s'en vient, première soirée rouge et noir. Et puis, ça se passe pour le 1er novembre et puis c'est extraordinaire. Nous avons dit tellement d'affaires dessus. Si vous voulez avoir plus d'informations, www.fondationmontfort.on.ca. Vous allez directement prendre vos tickets et aussi participer à l'Impact Montfort. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est rapidement. L'Impact Montfort, c'est comment vous pouvez vous joindre à la Fondation Montfort pour les aider à faire tout ce qu'ils font d'extraordinaire là-bas. Donc ça aussi, c'est accessible sur le www.fondationmontfort.on.ca. On a aussi parlé des portes ouvertes de la Cité, du Collège de la Cité qui s'en viennent les 8 et 9 novembre. Vous allez avoir l'occasion de découvrir l'excentricité. Là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On l'a vu tantôt. Et puis, www.collegelacité.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir plus d'informations. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Demain, à l'émission, nous allons parler avec des représentants du théâtre La Veille 17. En fait, ils célèbrent le 40e anniversaire et ils vont nous présenter et nous parler en exclusivité d'une pièce de théâtre qui est en rapport avec ça. On va aussi parler avec des représentants de l'Université Saint-Paul. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle James Ford, puis
Je fais mon coop/bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.